à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Christian Denarty, qui est professeur français en collège public, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en 2017. On faisait le compte là à l'instant, j'ai oublié, ouais, 2017 à la Gilles Tour Toulouse, où Christian nous présentait une utilisation voilà, la pédagogie associée au biomimétisme. Comment est-ce qu'on applique des fondamentaux du biomimétisme dans sa classe de collège. Alors ça, c'était en lien avec les cellules eucaryotes. Bon, j'ai trouvé ça passionnant et puis l'initiative d'amener une pédagogie innovante dans sa salle de classe. Bon, j'arrête de parler de Christian. Je vous présente Christian. Bonjour Christian. Bonjour François. Bon, merci d'avoir accepté cette invitation. L'idée, c'était de répondre à les participants de mes formations qui me disent bon, mais l'agilité c'est bien, mais on parle que d'IT. Alors l'informatique, ok, ça vient de là. Et du coup, l'agilité en dehors de l'IT, à quoi ça ressemble? Et il semblerait quand même que tu es un parfait exemple. Enfin, on n'est plus du tout dans le domaine IT. Et toi, tu as utilisé l'agilité. Oui, absolument, oui. J'ai découvert l'agilité plus ou moins par hasard, en recherchant en fait l'occurrence de itération, un système itératif. Et c'était en 2012. Et je suis allé voir sur Google et je suis tombé sur une ou deux pages où il était question d'agilité, avec des équipes agiles qui travaillaient de manière itérative, incrémentale, adaptative. Et en fait, comme je cherchais depuis 2-3 ans à modifier ma pédagogie avec des essais, et tout d'un coup, j'ai trouvé des gens qui faisaient ce que je cherchais. Donc, j'ai adopté, j'ai découvert le manifeste agile, j'avais découvert le Lean auparavant, où j'ai trouvé des liens entre ces deux univers, ces deux philosophies. Et donc, plutôt que d'inventer des choses bancales, j'ai décidé de transposer en adaptant le manifeste agile, des outils, des méthodes agiles comme XP, des manières de travailler. Ok. Alors, tu pratiques ça maintenant depuis plusieurs années. Alors, j'ai pas le compte. Je sais que c'est à partir de 2008 où tu t'es questionné sur ces questions-là. L'arrivée, tu m'en parlais, hein, du socle commun. Pour toi, ça a questionné les moyens pédagogiques à mettre en œuvre. C'est à partir de là où, du coup, tu as mis le doigt dans l'agilité, le nez, tu mets ce que tu veux d'ailleurs, mais le corps en entier, en fait. Ouais. Tout le cerveau. Oui, en fait, à partir de 2006-2007, une loi a été adoptée, une loi que je dois appliquer dans ma salle de classe. En plus du programme est arrivé le socle commun. Le socle commun, à l'époque, il s'appelait de connaissances et de compétences. Depuis maintenant, c'est le socle commun de connaissances, compétences et culture. Donc, c'est un texte qui met en place, qui permet de mettre en place le programme. En fait, jusqu'à présent, on avait le programme officiel qu'on appliquait avec une pédagogie. Et en fin d'année, on se réjouissait d'avoir fini le programme. Ce n'est plus le cas depuis 2008 maintenant. Le but n'est pas de terminer le programme, mais c'est que chaque individu dans la salle de classe ait pu avoir des connaissances, que ces connaissances aient pu leur servir à quelque chose, qu'ils aient pu agir avec ces connaissances, donc avoir eu des compétences, en même temps développer une culture, non pas une culture du collège ou de l'école, mais une culture de la coopération, de la collaboration, une culture de la notion d'essai-erreur, des choses qui non pas leur servir toute la vie, mais donner un sens à l'apprentissage. Le programme, maintenant, est inclus dans le socle commun. Et donc, personne n'avait enseigné avec le socle commun avant qu'il existe. Absolument personne. Donc, personne ne pouvait m'aider, personne ne pouvait me dire comment faire. Aucun enseignant n'était capable de ça, c'était une découverte totale. Et donc, je suis allé, à partir de 2008, chercher sur Google des informations, me
me renseigner à nouveau sur qu'est-ce qu'une compétence. C'était pas aussi flagrant que ça. Compétence, je me suis retrouvé dans le domaine de l'entreprise. Rapidement, je suis arrivé sur Deming, sur le Lean. Et le problème à l'époque, à ce moment-là, dans mes recherches, c'était que la manière d'enseigner, la manière dont est fait l'école, le collège, est purement liée au taylorisme et aux entreprises, surtout aux entreprises de construction automobile. Donc je me suis dit, je ne vais pas retourner dans le Lean qui est trop proche du milieu automobile, même si je suis retourné par la suite. Et au fur et à mesure de mes recherches, toujours sur Internet, en lisant le macroscope de Deronay, il y a eu ce terme d'itération, de système itératif. Et donc, je suis allé voir sur Internet la définition d'itératif, son étymologie, et je me suis retrouvé en 2012, par hasard, sur une page liée au manifeste agile, à la notion d'agilité avec les développeurs informatiques. Alors, développeur informatique, c'est un domaine qui m'intéresse, puisque ce sont des gens qui travaillent avec de l'information, avec du codage. C'est exactement ce que l'on fait en classe, en fait. Donc, le lien était très fort. Et donc, j'ai adopté immédiatement. Déjà, je suis resté pratiquement toute la nuit à faire des recherches, tellement c'était extraordinaire, car je pouvais enfin adopter des choses qui existaient déjà. Je n'avais plus rien à inventer. J'avais juste à transposer. Et, ton discours me fait tressaillir. En fait, je suis en train de me rendre compte, on ne va pas réussir à parler d'agilité hors IT. Parce qu'en fait, tu es en train d'utiliser l'agilité dans ton système d'information. Dans tes technologies d'information. Ça a permis, en fait, sans IT, sans ordinateur, de créer des équipes, de faire attention à l'information, de faire attention aux individus, de renouveler, de mettre en place des éléments que je ne parvenais pas à faire. Et en plus, je pouvais le faire. Ce n'était pas de l'innovation ou de l'invention de ma part, mais ça existait déjà ailleurs. Sachant que l'éducation n'est pas un milieu fermé où on invente des choses, on a besoin d'influence extérieure, en fait. Donc, j'ai transposé le manifeste pour avoir un cadre, et en fait, à partir de là, j'ai réfléchi à qu'est-ce que c'est que la pédagogie, qu'est-ce que la notion d'information, en quoi l'agilité était importante et pouvait offrir un cadre. Et puis, ça me permettait aussi de pouvoir discuter avec des professionnels qui vivaient les difficultés que j'avais dans ma salle de classe, en fait, sans parler de technologie. C'était juste du facteur humain, des compétences douces, les soft skills, la notion de créativité. Enfin, c'était pour une fois des discussions possibles que je ne pouvais absolument pas avoir en dehors. Ok. Et alors, donc tu as apporté tout ça. Moi, j'ai vécu tes conférences. À chaque fois, je me régale quand tu montres ce que tu mets effectivement en pratique dans ta classe et ce que ça génère surtout au niveau, enfin, auprès des élèves, chez tes élèves, en termes de coopération plus que de collaboration, en termes de coopération, de synergie, de motivation et aussi d'autonomie. Hein, tu pousses beaucoup à l'autonomie parce que ça a du sens dans les apprentissages que tu veux amener. Donc, moi, je me régale à chaque fois que je t'entends donner des exemples. Et voilà, quand je t'ai rencontré, mes deux enfants étaient encore au collège. Ils ne vivaient pas tout à fait la même situation, d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre sujet. Du coup, aujourd'hui, alors depuis 2006, 2008, bon, c'est un peu vague, mais enfin, on a dépassé les 10 ans où tu pratiques. Oui. Aujourd'hui, tu as quel niveau d'assurance sur ces pratiques, avec tous les retours que tu as, enfin, avec toute l'expérience que tu cumules, à quel point es-tu convaincu qu'il y a là-dedans, je ne dis pas que tu as trouvé la voie, mais qu'il y a là-dedans des bonnes réponses à apporter à tes élèves?
Déjà, l'élément fondamental pour moi, c'est, en tant qu'agent de l'État, c'est d'appliquer la loi. C'est la seule manière pour moi de travailler. Donc, j'ai quand même mis, oui, une bonne dizaine d'années avant de pouvoir être très à l'aise avec le socle commun. C'était ce point de départ-là. Ça a été très compliqué pour le comprendre et pour savoir est-ce que ce que je fais, c'est bien le socle commun ou c'est une invention de ma part. Donc, les éléments de l'agilité, du lean, comme le Kanban par exemple, m'ont permis de mettre en place concrètement le texte de loi, tout en l'associant avec le programme, puisque le programme est à l'intérieur du socle commun. Ce ne sont pas deux choses séparées. Donc maintenant, je me sens vraiment très à l'aise et ça m'a permis également de comprendre bien plus la notion d'information, de pouvoir appliquer ce que je peux lire sur la psychologie cognitive, de comprendre aussi comment accompagner chaque individu et de comprendre, tu parlais de tes enfants au collège, et de comprendre, pour ma part, qu'il y avait plusieurs strates, on va dire, à des stades. On n'est pas en évolution en cascade ou en escalier, mais plutôt sous forme de vagues. Et les élèves ont besoin, je me suis aperçu là dernièrement, que les élèves avaient besoin d'accompagnement, mais pas tous de la même manière. On a un groupe d'élèves, je vais dire 25 élèves en moyenne, environ 25 élèves, et j'ai des élèves qui sont beaucoup plus autonomes que d'autres. Certains acquièrent une forme d'autonomie. Et je me suis aperçu qu'il y avait 7 stades ou 7 relations que je pouvais mettre en place avec les enfants. Certaines relations n'évoluaient jamais et d'autres pouvaient évoluer. Le premier élément relationnel, c'est le contrôle. J'ai besoin de contrôler les élèves. Ne pas se lever, ne pas jeter des stylos à son voisin, ne pas insulter son voisin, etc. Donc, et certains enfants ont besoin d'être contrôlés. Le deuxième stade, c'est l'aide. Certains ont besoin d'être aidés, plus que contrôlés. Donc le contrôle diminue pour permettre de l'aide. Le troisième niveau, c'est l'assistance. Le quatrième niveau, l'accompagnement. Attends, excuse-moi. Excuse-moi, oui. Je n'ai pas la différence entre aide et assistance dans mon esprit. Alors, l'aide est reliée au contrôle. C'est-à-dire, quand j'aide quelqu'un, je lui montre quelque chose et je contrôle très rapidement s'il fait bien ou pas. Okay. L'assistance, c'est il a déjà fait quelque chose, il a déjà mis en place, sans que je le contrôle, sans que je l'aide, et à un moment donné, il est en difficulté. D'accord. Il est en difficulté. Et c'est à ce moment-là que j'interviens pour revoir les difficultés. Okay. Et le quatrième niveau, où il est de plus en plus libre, entre guillemets, ce quatrième niveau, c'est l'accompagnement. Donc là, je vais l'accompagner, c'est-à-dire que je vais le regarder de loin et je vais agir à certains moments par du contrôle, de l'aide, de l'assistance. Pour moi, ces 4 niveaux, c'est ce que fait un élève. L'élève a besoin d'un cadre. Ces 4 niveaux représentent un premier cadre. Ensuite, va se développer 3 niveaux supplémentaires qui placent l'élève en position d'apprenant. La différence entre élève et apprenant, c'est que l'élève, lui, attend qu'on lui dise certaines choses, qu'on lui donne les informations pour agir, alors que l'apprenant, lui, demande les informations pour agir. Il veut agir et il demande les informations. Donc, on est bien dans un 180 degrés. Le premier niveau pour l'apprenant, c'est le conseil. Il va demander des conseils. Et je vais lui donner des conseils. Ce n'est pas du contrôle ni de l'assistance. C'est simplement, je te conseille ceci ou ceci ou ceci, tu fais un choix. Le niveau suivant, c'est l'individu, l'élève apprenant est plutôt indépendant, c'est-à-dire qu'il arrive à lui demander à choisir qui va me donner les conseils, qui va pouvoir m'aider. Et enfin, le dernier niveau, c'est le niveau autonomie, c'est-à-dire que là, il peut se contrôler lui-même, il peut demander à être contrôlé sur certains points, il peut demander de l'accompagnement ou pas du tout, il peut se débrouiller tout seul. Et il y a donc des enfants
enfin les 25 élèves, comme je disais, eh bien, naviguent sur ces 7 niveaux. Certains sont élèves, certains sont apprenants. Alors c'est important, cette précision, par rapport au thème de l'agilité, c'est que un élève qui arrive, on va dire, à un stade, au dernier stade, en tant qu'apprenant autonome, mais sur certains points, avec moi, il a besoin d'être contrôlé. Si c'est un concept nouveau, si c'est une action nouvelle, il va réclamer qu'est-ce que c'est, François, pardon? En parlant, je fais des petits parallèles par rapport à l'IT. Je voulais pas t'interrompre, excuse-moi. Voilà, je fais des petits parallèles avec les jeux, les petites idées pour nos managers là, tu vois, et qui travaillent aussi, qui ont envie de travailler à l'autonomisation des équipes, à la mise en responsabilité. Oui. Du coup, le Delegation Poker est un super outil pour travailler de plein de sujets. Alors, c'est marrant parce qu'il y a 7 cartes, il y a 7 niveaux. J'étais en train de les regarder, ça n'a rien à voir avec ton découpage. Et en même temps, c'est très spécifique avec l'élève et l'apprenant. Mais évidemment, il y a des ponts à faire, il y a des parallèles évidents par rapport aux deux situations. Donc, bon, du coup, non, du tout, non. Ça reste une conversation, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que l'élève, il n'y a pas une étiquette sur chaque élève. Il n'y en a pas un qui doit être contrôlé toute l'année et l'autre autonome toute l'année. Tout dépend des situations. C'est donc par vague. On n'est pas dans des escaliers. Un individu peut être autonome une partie de l'année, mais sur certaines activités, il doit être contrôlé. Parce que pour lui, c'est trop difficile. En tant que professeur, je suis totalement autonome dans ma salle de classe, mais à certains moments, j'ai besoin d'être contrôlé, donc au premier niveau. Je suis en capacité de demander du contrôle. J'ai besoin d'être contrôlé. Je fais la demande, on me répond ou pas pour que je sois contrôlé, mais ça peut arriver. Et ce qui est important à ce niveau-là, c'est que quand je vais former mes équipes, mes groupes, mes sous-groupes, puisque en fait je travaille très peu avec une classe complète de 25 individus, je vais rapidement développer 6 classes. Pour moi, c'est plus facile de travailler avec 6 classes de 4 élèves que d'avoir 25 individus devant moi. Eh bien, j'aurai des apprenants avec des élèves. Donc, les apprenants qui sont indépendants ou autonomes vont pouvoir contrôler les autres sans que j'ai à le faire. Parce que le but de tout ça, je ne l'ai peut-être pas encore mentionné, mais c'est que ce que j'apprends aux élèves, c'est à devenir pédagogue. En fait, la compétence ultime pour moi de l'homo sapiens, de l'espèce humaine, c'est d'être pédagogue. Parmi tous les soft skills, celle qui englobe l'ensemble des compétences et des capacités, c'est qu'un individu puisse être pédagogue. Un boulanger ou un informaticien ou un chef d'entreprise qui accueille un stagiaire, il doit lui montrer les compétences techniques, ces choses-là, mais il doit aussi avoir la capacité à enseigner ou à transmettre toutes ces informations. Et c'est vraiment très particulièrement important. Être pédagogue, c'est pas quelque chose de facile du tout. C'est une compétence excessivement difficile. Et en observant le Lean, en observant l'Agile, en assistant aux Agile Tours, à toutes les conférences et les ateliers, je me suis rendu compte que ce qu'on enseignait, c'était être pédagogue, en fait. Et les adultes ont besoin d'être pédagogues, même si c'est un terme qui s'adresse plus aux enfants. Et même si ce terme, en ce moment, est plutôt dévoyé, j'entends à la télévision que le gouvernement fait preuve de pédagogie, ces choses-là, c'est pas je transmets une information de manière claire, donc je suis pédagogue. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça que ces stades de contrôle à autonome sont importants, parce que je demande aux enfants, là, est-ce que tu veux être contrôlé? Est-ce que tu veux de l'aide? Est-ce que tu veux de l'accompagnement? Et c'est eux qui se positionnent en fonction de tout ça, suivant la situation. Donc, il y a une part de responsabilité et non pas d'étiquette, mais pour chaque situation, ils peuvent être ou autonomes ou en aide. Et pour eux, l'activité la plus complexe, la plus difficile, la plus impossible, c'est le travail seul à la maison. Là, il n'y a plus personne, ce qui veut dire qu'ils sont en autonomie totale, et la plupart des enfants de collège n'y arrivent absolument pas. C'est beaucoup trop difficile pour eux.
Ok. Mais ces difficultés, il me semble, c'est ce que j'ai ressenti dans les Agile Tours en discutant avec des agilistes, cette difficulté à demander de l'aide euh, est vraiment présente. Quand j'avais fait un stage de 2 jours dans une entreprise agile, en 2013 ou 2014, j'avais été invité comme ça, eh bien on m'avait dit que les nouveaux arrivants, les nouveaux informaticiens qui étaient là, n'osaient pas dire à un certain moment qu'ils étaient en difficulté, qu'ils n'y arrivaient pas, puisqu'ils avaient été embauchés parce que c'était les meilleurs. Et donc, il fallait leur apprendre à passer ce cap-là, à accepter de demander de l'aide et accepter de dire « je n'y arrive pas ». Et Mais donc, ça m'avait vraiment interpellé. je t'écoute et je vois hein, des entreprises dans lesquelles euh, je vois l'agilité arriver, voilà, la demande d'agilisation. Et je me dis qu'il y en a certains qui feraient bien d'aller faire un petit tour dans ta classe pour voir comment est-ce qu'on pratique l'agilité. Et du coup, que ton agilité hors IT puisse servir à des projets IT qui voudraient aller vers l'agilité. Parce qu'effectivement, on va retrouver à l'intérieur tout ce dont on a besoin dans nos équipes, en termes d'autonomie, en termes de responsabilisation, en termes de coéducation hein, entre les élèves et les apprenants, c'est hyper important. Nous, on essaye de mettre ça en place, mais ça paraît toujours bizarre d'avoir deux personnes qui travaillent sur le même sujet, donc il y en a un qui est payé à rien faire quelque part, alors qu'il est en train d'apprendre et que l'autre est en train de lui apprendre. Voilà, bon. Du coup, oui, je me dis que il ferait bon aller faire des stages chez toi, dans ta classe, pour apprendre l'agilité. Il n'y a aucun problème, j'invite tout le monde. Mais j'avais été vraiment j'avais été perturbé quand j'ai côtoyé les Agile Tours. J'en ai fait quelques-unes, et quelques-uns plutôt, quelques-uns. Et en fait, je me suis aperçu que on dressait les individus à ne pas avoir le choix, à accepter la hiérarchie, à ne pas demander de l'aide. C'est ce qui se passe dans la salle de classe. Mhm. Et dans les ateliers, plus que les conférences, mais dans les ateliers, c'était cet apprentissage-là, c'est-à-dire c'était le 180 degrés par rapport à ce que moi, je voyais dans la salle de classe. Et ma grande difficulté, c'est de transformer les élèves qui, à 14 ans déjà, ont du mal à accepter de devoir se prendre en charge. On sont quelquefois choqués que je leur dise, mais si tu veux te lever pour aller prendre des feuilles ou du matériel, tu te lèves sans demander la permission. Ou quand un élève me dit monsieur, est-ce que je peux ouvrir la fenêtre parce que j'ai chaud, je lui dis mais tu ne me demandes pas, tu ne me demandes pas, tu le fais. Et j'en suis donc arrivé, grâce aux ateliers que j'ai pu faire, parce qu'on n'apprend pas de l'informatique, on apprend à être. Euh, J'en suis arrivé il y a 3 ans. Dans mon établissement scolaire, les élèves arrivent devant les salles de classe, se mettent en rang, attendent le professeur, et le professeur dit « Entrez ». Les élèves entrent, se mettent debout, le professeur dit « Asseyez-vous ». Et ils s'assoient à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de s'asseoir avant, sinon c'est terrible. J'en suis arrivé il y a 3 ans à supprimer l'attente devant la porte. Les élèves entrent quand ils arrivent, ils s'installent à leur place, ils s'assoient à leur place, mais avant de s'asseoir, ils me disent bonjour. Et ils me disent bonjour, et il faut que je les entende, donc il ne faut pas dire un petit bonjour. Donc là, je crée une vraie relation de la vie de tous les jours, qui est, on dit bonjour à quelqu'un, si jamais je suis au fond de la classe où je discute avec un autre élève, ils font un petit détour pour me dire bonjour, pour que je les entende et que je leur réponde. C'est-à-dire, le socle demande qu'il y ait de la réalité dans la salle de classe, non pas quelque chose d'absurde. Et là, ils doivent vivre une situation qu'on vit quand on est adulte. C'est-à-dire, on n'attend pas devant la porte de l'entreprise qu'on nous dise d'entrer. C'est complètement absurde. Et donc, quand je forme mes petites équipes, eh bien, les enfants arrivent dans la salle de classe, me disent bonjour, s'assoient, mettent les tables en petits groupes, puisque les tables sont en grand cercle. Donc, ils s'installent dans leur petit groupe, ils sortent leurs affaires et ils commencent à travailler
sans que je n'ai rien à dire. La plupart du temps, euh, je ne dis pas ce qu'il y a à faire, puisque le programme est fait grâce au Kanban. Les individus, les enfants se mettent en place, et je n'ai pas besoin de leur dire sors ton cahier, commence à travailler, ils le font d'eux-mêmes. Tu as cassé un protocole qui était en place à la base. Oui. Bon, alors, Scrum dirait, tiens, il y a une valeur qui ressemble à du courage là-dedans. Tu es d'accord avec ça? À un moment, il faut du courage pour appliquer. Ça demande du courage. Je me suis demandé, oui, parce qu'avec les enfants, on se demande toujours comment ça va déraper. C'est ça le problème. Mais disons que avec tout ce que j'ai vu dans les ateliers, dans les conférences, et puis également dans d'autres pays à travers des textes développés par l'UNESCO ou l'OCDE, des textes relatifs à l'éducation, je me suis dit que c'était absurde. Il y avait un aspect absurde. Et puis, quand j'ai une idée, j'essaie de la mettre en place rapidement pour voir ce qui se passe. Mais la difficulté avec les enfants, c'est ne pas les mettre en difficulté. C'est-à-dire que pas en difficulté, qu'on ne perde pas du temps, qu'ils ne perdent pas du temps, puisqu'on a quand même un quota d'heures assez précis. Mais la notion de courage, oui, parce que l'établissement fonctionne comme ça. Et donc, puisque, par exemple, mes enfants n'ont pas connu au collège l'enseignement avec le socle commun. C'était le programme. Ils n'ont pas eu ça. Donc, je m'aperçois que mes collègues aussi ne fonctionnent pas vraiment avec le socle commun. Donc, ce que je mets en place pour les enfants, c'est bizarre. Et donc, j'en suis arrivé en début d'année à expliquer que je mets en place la loi, le socle commun. Et donc, oui, du courage, parce que, ce n'est pas, comme tu disais, le protocole normal de ce que vivent les enfants dans l'établissement. Et ça, c'est difficile pour les élèves. Ça les met en difficulté, le fait que je ne fasse pas comme ce qu'ils vivent tous les jours. Et donc, mon but, c'est de ne pas les mettre en difficulté. Et la deuxième chose, c'est si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Et comment est-ce qu'ils vont réagir de manière plutôt négative? C'est cette peur-là. C'est en ce qui me concerne en tant qu'adulte et professeur, perdre le contrôle. C'est-à-dire, comme dans certains cours, que ce soit le bazar et qu'on ne puisse plus travailler. Donc il y a toujours ce contrôle qui est présent, parce que j'ai peur que ça puisse déraper. Parce que ça pourrait déraper. Par exemple, une classe de 5e, avec moi, où ça va très bien, mais dans d'autres cours, c'est invivable. Les mêmes enfants. Donc si on n'a pas une forme de contrôle, parce que ces enfants sont jeunes, ils n'ont pas encore leur cortex préfrontal développé pour être en autocontrôle. Ils ne viennent pas spontanément à l'école en se disant « oui, chouette, je vais apprendre des choses, donc je vais rester calme ». Enfin, c'est pas normal pour eux. Donc je suis, comme j'explique, je suis leur cortex préfrontal. Donc je les contrôle pour eux. Plus tard, ils arriveront à s'autocontrôler, donc il n'y a pas de problème. Mais là, ils ne sont pas encore en âge, et il suffit de 2 ou 3 individus pour que ça dérape. Donc, laisser entrer les enfants comme ça, s'asseoir, faire ce qu'ils ont envie de faire par rapport au travail, c'était quand même un pari, un défi. Et puis finalement, je me suis aperçu que ça s'est très très bien passé. Au contraire, les enfants arrivaient moins en retard pendant nos cours, même en avance, et ils démarraient tout de suite. Je n'avais rien à faire, ils démarraient tout de suite. Et c'est grâce vraiment aux ateliers et aux conférences pendant les Agile Tours que je me suis dit, j'ai dû remettre en question ce que je faisais naturellement, parce que je ne m'en rendais même pas compte que les obliger à attendre qu'ils soient tous en rang et ensuite à rester debout, c'était absurde. Je faisais ça pendant des années et donc j'avais plus le regard distancié. J'ai noté, je suis leur cortex préfrontal parce que bon, là, le cerveau est toujours en fabrication, hein, il n'est pas terminé. Quand on sait, de ce qu'on imagine aujourd'hui, on croit savoir que le cerveau, notamment le cortex préfrontal, n'est pas terminé avant 25 ans, voire peut-être 30 ans, voire peut-être jamais en fait. Mais
voilà, aujourd'hui, on dit 25, 30 ans. Euh, dans nos entreprises, quand vous recevez des jeunes, leur contexte préfrontal n'est pas fini non plus. Donc voilà, entendez ce que vient de dire Christian par rapport à vous serez aussi un petit peu leur cortex préfrontal le temps que ça finisse de maturer. Et Oui, du c'est pour ça leur demander aux gens, est-ce que tu veux être contrôlé là? Enfin voilà, leur montrer que ce n'est pas un contrôle pour les asservir, mais c'est quelque chose dont on a besoin quand on va apprendre à piloter un avion, on a besoin d'être contrôlé. ouais. C'est une réponse qui peut évoluer dans le temps, en dire bon, mais là, en fait, finalement, je veux du contrôle ou non, mais là, j'en veux plus. Bien entendu, l'invitation à itérer, à revoir, à se repositionner. Ouais. Complètement, oui. Mais commencer par du contrôle, c'est la première chose à faire et le dire. Mais sachant qu'il y a d'autres stades par la suite, notamment l'accompagnement, l'aide, l'autonomie. Sachant cela, le contrôle devient tout à fait normal. C'est quelque chose que l'on fait naturellement soi-même. On est tout le temps en autocontrôle. On n'ose pas dire certaines choses, on n'ose pas prendre la parole en public, c'est de l'autocontrôle. Donc, c'est une relation tout à fait normale. Éliminer le contrôle me paraît assez absurde, en fait. Ok, mais je vois que, enfin, ouais, je vois quelqu'un qui pratique l'agilité depuis longtemps, qui a vu des écueils, qui s'est autocritiqué. Quelque part, tu es en train d'élaborer ta stratégie, ta pédagogie pour passer de l'information par rapport à ce socle commun, comment je fais pour accompagner ces élèves. Du coup, tu nous la livres un peu, ta stratégie, les points que tu abordes dans l'ordre, qu'est-ce qui est fondamental pour toi pour commencer cette démarche et puis qu'est-ce que tu utilises sur ton chemin? Oui, alors en fait, j'ai pu développer là maintenant, ou mettre en place 5 points importants qui pour moi sont fondamentaux. L'objectif, il me semble avoir déjà dit, c'est que mes élèves dans la salle de classe deviennent des pédagogues. L'apprentissage fondamental, c'est que l'homo sapiens soit un pédagogue. Jusqu'à 2008, je transmettais un programme. En fait, je transmettais un programme pour que tous les élèves de ma salle de classe deviennent professeurs de français, pour transmettre à leur tour le même programme. C'était uniquement ce cercle-là. En fait, maintenant, je me suis aperçu que ça allait au-delà. Et il faut que chaque adulte, par la suite, ait les compétences de pédagogue. C'est ce que donne, en gros, le socle commun. Je me suis dit qu'il y avait des points importants. Le premier point, enfin, 5 points majeurs. Il y a tout d'abord la notion d'information. La notion d'information qui va diffuser, qui va structurer tout un système, comme dans une cellule eucaryote. Cette notion d'information enlève tout centre. Dans une cellule eucaryote, il n'y a pas vraiment de centre, même si le noyau contenant l'ADN pourrait être du centre, mais il n'y a pas de chose centrale. On dit encore que l'élève est au centre du système éducatif. Si on commence à mettre un centre, on met une hiérarchie. Si on met une hiérarchie, on fait un système qui n'est pas naturel. Dans un système naturel, il n'y a pas de centre. Dans de la biodiversité, dans un système naturel, ce n'est pas le lion ou le loup qui est le centre. C'est l'information qui va structurer l'ensemble ou qui va le déstructurer, qui va tout changer. Donc, premier point, l'information. Deuxième point, la notion d'esprit errant. On travaille beaucoup sur les sciences cognitives, sur le cerveau, et jusqu'à présent, on disait que le cerveau pouvait être attentif, on pouvait contrôler sa pensée, etc. Mais d'autres neuroscientifiques parlent d'esprit errant ou de pensée errante, en anglais wandering mind. En fait, on s'est aperçu de manière précise que c'est le cerveau qui contrôlait notre propre pensée. Quand on faisait un choix, le cerveau avait déjà choisi avant nous. L'esprit errant est fondamental. L'autre point important, c'est la notion de pédagogie, parce que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Ça ne se fait pas par hasard.
Point numéro 4, la notion d'agilité qui vient renforcer le tout. Et enfin, le dernier point, c'est la notion d'harmonie personnelle et non pas de développement personnel. Je suis quelqu'un qui travaille avec le biomimétisme et la notion de développement durable me fait un peu mal au cœur parce que qui dit développement durable dit déstructuration de la nature. Si on veut se développer en tant qu'espèce, il va falloir détruire le reste. Donc on n'est pas dans du développement, on est dans l'harmonie. Et l'harmonie va avec la notion d'esprit. L'information, c'est donc ce qui va structurer. J'ai besoin du socle commun, j'ai besoin du programme, qui sont des éléments d'information. J'ai besoin de connaître les enfants, j'ai besoin d'avoir des niveaux pour structurer l'information. Est-ce qu'un enfant est plus dans le contrôle, dans l'accompagnement ou dans l'autonomie? Voilà, les mots ont leur importance. L'étymologie est importante par rapport au contexte. Donc, cette information-là va structurer ma salle de classe, ce qui veut dire que ce n'est pas tout le temps la même structure. Tout dépend de l'heure, tout dépend des individus, tout dépend de ce que j'ai en tête. Je ne peux pas avoir un protocole et comme dit le manifeste agile, un outil toujours le même, sans qu'il ne change jamais, un processus qui ne varie jamais. La première valeur, enfin, une des valeurs du manifeste, c'est les individus et leurs interactions, que j'ai modifié en l'individu et ses interactions. C'est bien ce qui va faire varier. On est bien dans la variation, on est bien d'abord dans l'individu. On est dans des soft skills et non pas dans des applications pures. Donc ça, c'est important. Je recherche tout le temps de l'information. Alors, une chose, dans ma salle de classe, je ne peux pas faire d'estimation. Est-ce que le petit Jean-Marc va connaître telle règle de grammaire en 2 heures, en 1 semaine, en 6 mois ou plus? Je ne peux pas le dire. C'est impossible. Quand je fais un cours de grammaire, à un moment donné, à la fin du cours, est-ce que les 25 ont compris? C'est impossible à dire. Donc, je ne fais pas d'estimation, mais j'ai un panneau, ce que j'appelle le panneau de l'estime, comme dans la navigation, c'est-à-dire que je fais des tests, je vais à la pêche aux informations et je fais un petit test. Et le panneau dans la salle de classe est prévu pour montrer à l'ensemble du groupe si 20%, 50% ou 80% des élèves ou des apprenants ont acquis ce concept que j'ai enseigné ou qu'ils ont découvert. Et donc, je fonctionne à l'estime. Et tant que 80% des individus n'ont pas réussi à être compétents sur cette notion, je continue à l'enseigner, à faire des exercices, à les mettre dans des situations. Donc, je travaille à l'estime, je change de cap, j'ouvre la grande voile si j'ai besoin, je travaille moins vite, je refais certaines choses. En fait, cette notion d'estime… Un feedback quand même par rapport à… c'est pas ta propre perception qui est capable de dire là où ils en sont, tu as vraiment besoin d'eux, eux qui le vivent, eux qui le pratiquent, de savoir à quel point eux estiment avoir acquis cette nouvelle fonctionnalité, si je repars dans mon domaine IT, mais à quel point ça a eu de la valeur pour eux et qu'aujourd'hui, ils sont capables de pouvoir l'utiliser en autonomie. Oui, d'autant que j'ai un contrat en tant qu'agent de l'État, c'est que la majorité des enfants acquièrent le socle commun, donc les connaissances et les compétences. Je n'en laisse aucun sur le côté, sauf ceux qui… il y a toujours 1 ou 2 qui sont vraiment en immense difficulté de refus, enfin des choses très complexes, ou des parents qui trouvent absurde le socle, donc mettent en difficulté leur propre enfant, donc là ça devient aussi difficile. Mais les feedbacks sont permanents. Quand les enfants, donc je fabrique dans ma salle de classe 6 groupes de 4 enfants, et ils travaillent de manière indépendante, et je les entends parler.
Et donc, suivant ce qu'ils disent, certains, je peux intervenir. Et ça me donne des informations sur leur compréhension de telle ou telle notion. Parce que je n'attends pas forcément de faire ce qu'ils appellent l'interro, je n'interroge pas, c'est juste pour moi de percevoir et d'estimer où est-ce qu'ils en sont pour pouvoir continuer ou pas. Quand j'ai 80% des individus qui ont réussi telle notion, je la laisse un peu de côté pour la reprendre plusieurs semaines après. Je ne reste pas, mais tant que je m'aperçois qu'on est toujours à 25%, 27% et que ça ne démarre pas, le problème, il vient de moi, il ne vient pas des enfants. Donc il faut que je change le plus rapidement possible certains enseignements de ma part et que je trouve des solutions pour que l'ensemble des individus puissent réussir. Ce qui veut dire que je dois renouveler en permanence les feedbacks. Et ce n'est pas de leur faute, évidemment. C'est vraiment 50-50. 50 de ma part et 50 de l'élève. J'avais envie de te demander, dans ton cheminement personnel, par rapport à ta façon d'être, pas à ton savoir-être, mais à ta façon d'être avec tes élèves, par rapport à ta mission de vie, ta mission personnelle. J'allais te demander, t'en es où de ton cheminement? Est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup à te faire? Mais finalement, j'ai envie de la réorienter. Et je me questionne par rapport à ton harmonie personnelle. Où t'en es de ton équilibre? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses qui te manquent? Est-ce qu'avec ce que tu as construit... Alors, tiens, je vais être plus précis. Je suis toujours très brouillon quand je pose mes questions du premier coup. Du coup, c'est quoi le pilier sur lequel, ou les piliers sur lesquels tu reposes aujourd'hui ta stratégie? Alors, tu m'as parlé de ces points-là, mais d'un point de vue personnel, aujourd'hui, c'est quoi qui te permet d'appliquer cette pédagogie en laquelle tu crois, grâce notamment à l'agilité que tu mets en œuvre, mais voilà, les piliers sur lesquels toi, tu te reposes pour pouvoir mener cette stratégie et être bien avec ça? Oui, en fait, je suis exactement dans la position des élèves dans la classe. Je suis aussi élève et apprenant. Il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de contrôle. En fait, c'est eux qui me contrôlent sans qu'ils le sachent. Et c'est quand je suis dans la salle de classe ou en dehors, enfin plutôt dans la salle de classe, mais aussi en dehors parce que j'y pense tout le temps, je suis vraiment dans un bien-être total. C'est cet accompagnement-là, c'est ces niveaux, c'est 7 niveaux de contrôle à autonomie qui fait que de toute façon, il y a toujours de l'espérance, de l'espoir, des possibilités, de la création, de la remise en question. Et je me définis comme un homo sapiens dubius, c'est-à-dire un homo sapiens qui doute, qui remet tout le temps l'information en question, qui remet tout le temps mes conceptions en question, et en me disant que cette conception-là que j'ai, quelqu'un l'a différente ou opposée, et ça fonctionne aussi pour lui. Donc finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'information l'esprit errant, la notion d'esprit errant qui est cette possibilité créative qu'a l'homo sapiens, qui est j'ai cette idée-là, si je ne la mets pas en pratique, je ne saurai jamais. Et l'opportunité du socle commun, du programme, ce métier de pédagogue offre des possibilités extraordinaires sur mon propre épanouissement. Parce que quand j'ai fini d'enseigner, je sors de ma salle de classe, grâce à Internet et aux livres, il y a tous les niveaux de réalité qui existent, que ce soit chimique, biologique, physique, social. Et donc, ma culture est intarissable. Je ne peux pas m'arrêter de réfléchir, de penser, de chercher des textes, de chercher l'étymologie de certains mots pour savoir où j'en suis. Il y a quelque chose qui n'est jamais fini. Je suis arrivé là ces temps-ci à une étape où je suis bien plus à l'aise, plus confiant dans ce que je fais, je me sens expert de ma pédagogie, donc ça me va. Et puis je me sens particulièrement fort grâce à ce socle.
Et puis le socle, une chose importante, véhicule aussi des textes importants. Par exemple, le rapport Faure, Edgar Faure, qui date de 72, qui s'appelle Apprendre à être. Un texte édité par l'UNESCO. En 72, pratiquement une quinzaine des pays de l'OCDE s'étaient réunis. L'Iran, l'Union soviétique à l'époque, les États-Unis, la France, pour réfléchir à qu'est-ce que l'enseignement, qu'est-ce que la pédagogie, quel est le futur de l'enseignement, quel est le futur des Homo sapiens et de la planète. Dans ce rapport, on parle déjà de la destruction de la planète. On parle déjà d'écologie en 72. Le titre Apprendre à être annonçait déjà le socle commun, annonçait déjà ce qui se passe dans une salle de classe. C'est d'abord être. C'est non pas faire, mais c'est d'abord être. Être que les enfants soient à l'aise avec eux-mêmes, soient en harmonie avec eux-mêmes, soient en harmonie avec les autres. C'est ce qui est important. Ensuite, il y a eu un deuxième texte en 98, toujours à l'UNESCO, c'était le rapport Delors, qui était l'école, un trésor est caché dedans. Et enfin, en 99, après toujours dans l'UNESCO, le document d'Edgar Morin sur les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, et ben ces 3 textes fondamentaux, je les vis dans la salle de classe. Donc pour moi, c'est un bien-être total de savoir que je véhicule déjà, pour moi, le texte le plus fort, c'est le rapport Faure de 72, qui est voilà comment les individus devraient être, comment nos sociétés devraient être, comment la planète devait être, puisque l'UNESCO rassemble l'ensemble des pays. Et donc je ne me sens pas seul finalement, je me sens porteur de quelque chose qui me dépasse, qui est bien plus important que moi. Et quand je vois le manifeste Agile, qui est un manifeste qui véhicule ces valeurs importantes de communication, de créativité, de confiance, de responsabilité, de respect, enfin, ces choses qu'il faut mettre en place dans la salle de classe, non pas faire des discours aux enfants, vous n'êtes pas sage, enfin, le discours ne sert à rien. Le mieux, c'est de les mettre ensemble, puisqu'ils vont vivre ensemble, et qu'ils apprennent à vivre ensemble. Ça, c'est important. D'où, par exemple, ce que j'ai dans la salle, le papier de colère, qui m'a sauvé plusieurs fois. L'année dernière, j'avais 2 élèves de 3e dans un petit groupe de 4, assises l'une à côté de l'autre, et qui allaient se frapper, qui s'insultaient. Et je suis arrivé vers elles, et je leur ai dit, vous voulez un papier de colère? C'est ensuite une petite discussion, je leur ai demandé si elles voulaient se défouler sur le papier de colère, et à la fin de l'heure, leur animosité l'une contre l'autre a été terminée, parce que la colère qu'elles ont mis en place, qui était nécessaire, s'est transformée en joie grâce au papier de colère, parce que c'est sympa de le faire. Et à partir de là, elles n'ont plus jamais eu de mots l'une contre l'autre. Elles sont devenues copines. Là, typiquement, tu joues le rôle du cortex préfrontal. La colère est une émotion, toutes les émotions sont légitimes. Par contre, les comportements ne le sont pas ou ne sont pas acceptables. Et du coup, tu les aides à exprimer autrement, d'une façon acceptable, ces comportements-là. Ça montre quand même de ta part une certaine connaissance, une certaine éducation par rapport à ces sujets-là. De voir 2 personnes qui s'engueulent, si ce n'est pas le contexte, on sera peut-être plus rapidement, je dis en général global, hein, mais le réflexe pourrait être de les récriminer par rapport à ce comportement-là, et donc finalement leur interdire d'exprimer cette colère. Tu ne suis pas ce cheminement-là, tu laisses exprimer la colère, mais d'une façon qui sera acceptable dans le cadre que tu proposes. Oui, tout à fait. Enfin, je suis toujours choqué quand j'entends dire qu'il y a des émotions positives et négatives. La colère n'est pas une émotion négative, elle est excessivement importante. Et puis, on va bien distinguer l'émotion de la colère du sentiment de haine, qui est totalement différent. Elles avaient besoin d'exprimer leur colère, je les ai laissées quelques minutes, sans qu'elles se frappent, donc tout allait bien. Et voilà, il fallait que ça sorte à un moment donné. Et ensuite, transformer cette émotion-là en joie,
le plus rapidement possible. Hein, c'est un 180 degrés. J'ai eu pareil, enfin, je n'ai pas d'interdiction dans ma salle de cours. J'ai supprimé depuis très longtemps les punitions. Je me suis dit un jour, et si j'enseignais sans punition, les heures de colle, toutes ces choses-là que je faisais parce que tout le monde le faisait, et parce que voilà, on ne se rend pas compte qu'on fait des choses absurdes. Et un jour, je me suis dit, je ne fais plus de punition. Comment je vais faire quand je serai en difficulté comme ça? Voilà, et à partir de là, j'ai dû trouver des choses. Par exemple, également, la même chose l'année dernière, un enfant, quand il était en petit groupe, disait des gros mots aux filles. Il ne pouvait pas s'exprimer sans dire des gros mots. Donc, je suis allé vers lui et je lui ai dit, écoute, à chaque demi-heure, donc à 15h30, je reviens te voir et à 15h30, tu auras le droit de dire des gros mots. Voilà. Pour l'instant, tu n'as pas le droit et à 15h30, tu pourras. Et je suis arrivé vers lui à la demi, je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit, allez, je t'écoute, vas-y, dis des gros mots. Et il m'en a dit plein. Voilà. Et ensuite, il a continué à travailler, il n'en a pas dit. Et le lendemain, même chose, ou le surlendemain, je les vois 4 ou 5 fois dans la semaine. Même chose, à la demi, je suis allé vers lui, je lui ai dit, bon allez, je t'écoute, dis tes gros mots. Et il m'a dit, ben non, ça ira. Et à partir de là, il n'en a plus dit. Le fait d'autoriser, eh ben, élimine des choses. La punition est absurde. Le contrôle n'est pas de la punition. Comment on peut contrôler sans mettre en difficulté, sans punir? C'est aussi en discutant avec des agilistes pendant les Agile Tours qui me racontaient leurs émotions encore intactes qu'ils avaient vécues au collège avec des enseignants ou des élèves. C'est très très dur. Je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui est fondamental. Et quand je dis que je fabrique 6 classes au sein de ma classe, c'est que la plupart des enfants vivent très très mal le groupe. On ne s'épanouit pas dans un groupe. C'est très difficile. On a peur de la moquerie, on a peur d'être insulté, on a peur de ce qui va se passer après le cours. Si on dit une erreur, les enfants se moquent, rient, etc. Le groupe n'est pas épanouissant. En revanche, être à 2 ou à 3, on peut s'exprimer, on peut dire des choses, il y a une discussion. Il n'y a pas cet effet de groupe qui est très stressant. Ce que j'ai vu là avec la période du confinement, c'est que beaucoup d'enfants se sont révélés parce qu'ils étaient seuls chez eux et qu'ils pouvaient parler avec l'enseignant, poser des questions, parce que personne ne les entendait. Et ils se sont révélés. Les enseignants ont découvert certains enfants. Donc, être en petit groupe, à 2 ou 3, est beaucoup plus stimulant que d'être en grand groupe. Ça, c'est une chose vraiment importante. Les individus et les interactions, ça peut être très positif, mais ça peut faire des dégâts extraordinaires. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai des questions à poser aux enfants, je ne les fais pas devant tout le groupe, c'est rare, mais j'attends qu'ils soient en petits groupes et puis je discute en murmurant, que ce soit une interro en murmurant, une évaluation en murmurant ou des questions personnelles. Voilà, ça c'est important. Donc, changer le regard, c'est quelque chose de passer à un 180 degrés, c'est quelque chose d'important. Du coup, quand j'écoute ton discours, en fait, je me rends compte, et ça, il y a un mot que tu as dit que je trouve hyper intéressant, c'est que ce socle commun, quand il est arrivé, qui a pu en effrayer certains parce que ça allait changer les habitudes, que ça allait être une contrainte supplémentaire, pour toi, c'est devenu une opportunité d'essayer autre chose, de mettre en place quelque chose en lequel tu croyais, et sans savoir du coup comment ça marche, hein, puisque tu n'avais pas le mode d'emploi, tu avais juste le texte de loi et débrouille-toi. Tu es allé chercher autour de toi tout ce qui concernait l'agilité, tu as parlé du Lean, tu as parlé de différents courants dans lesquels tu es allé piocher des postures, des états d'esprit, des outils, des pédagogies peut-être, pour construire aujourd'hui ton enseignement. Alors, je vais l'appeler ton enseignement teinté d'agilité parce que c'est le sujet de la chaîne. C'est probablement pas ça ce que toi tu portes. Voilà, tu es nourri de ces différents courants, dont l'agilité, pour construire ton sujet. Je me suis régalé à t'entendre, à t'écouter, mais comme à chaque fois qu'on se croise,
ou que j'écoute tes confs. Donc, je me régale à chaque fois de voir cette personnalité et ce cadeau fait aux enfants qui rentrent dans tes salles de classe. Comme on arrive à 1 heure de, D'accord. de durée d'interview, à moins Bon. qu'il y a un sujet que tu veuilles aussi amener et qu'on n'ait pas eu le temps encore de traiter. Comment tu te sens? Tu te sentirais frustré là si on Oh conclut? non, non, mais sinon, enfin, je peux encore développer certains points, donc ça devient absurde. A priori, tu penses que Je tu penses connais. que tu penses que tu peux transmettre ce que j'ai dit, c'est suffisant? Ah, mais les gens récupéreront ce que tu as dit directement. Du coup, je voudrais quand même, alors c'est un peu ma tradition pour finir ces moments d'échange. J'ai 2 questions à poser. Euh, avec quoi tu repars de ce moment qu'on a passé ensemble? Je repars avec le plaisir de t'avoir revu, parce que je me souviens qu'on avait été, voilà, c'est purement anecdotique, mais on était dans une salle et on discutait de Chouari, on était Mhm. 4 ou 5. Exact. J'avais bien aimé ce moment-là de discussion. Donc, ouais, je crois que c'est la première chose. Et puis de savoir que, voilà, que je peux discuter avec, te retrouver alors qu'on est à des kilomètres de distance, c'est réconfortant et c'est agréable. Ok. C'est la magie de l'agilité, j'ai envie de dire. Voilà. Et un peu l'aide de la technologie. Merci la technologie. Oui, oui, évidemment. Et du coup, et la deuxième phase de conclusion, c'est finir avec un rôti. Du coup, pour moi, voir les points d'amélioration, les récupérer directement de la part des invités, donc un feedback direct. Donc, j'ai l'habitude systématiquement de réexpliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est un rôti. Donc, le rôti est un moyen extrêmement rapide de recevoir un feedback de la part de vos participants, même s'ils sont très nombreux. Ça se joue avec la main. A priori, tout le monde est équipé. J'espère que Zoom va pas me flinguer ma démo, mais du coup, ça se pratique avec la main. Vous donnez en gros une appréciation par rapport au retour sur investissement concernant le temps investi par rapport à cette session. Donc, 1, j'ai perdu mon temps. Voilà. 3, ça correspond à ce que j'attendais. Et 5, c'est au-delà de ce que j'attendais. Et puis, vous avez 2 et 4 pour mitiger. Voilà. Du coup, Christian, je te propose un rôti à 3. 1, 2, 3. 5. 5, c'est grand, c'était plus grand que la caméra. OK. Du coup, là, le principe pour moi, pour choper au moins un élément appréciatif, c'est de savoir qu'est-ce qui est plus que 4. C'est quoi la cerise sur le gâteau? Euh, En fait, ce que j'ai apprécié, c'est la discussion, c'est le, c'est- euh, mes précédentes expériences, c'était, je parle et quand j'ai fini, c'est fini. Alors que OK. là, j'ai trouvé ça bien plus pertinent que les conférences que j'ai pu faire en réel ou là sur Zoom. J'en ai fait d'autres. Là, je trouve que c'est vraiment quelque chose à, à développer plus que la conférence pure où on entend la personne qui parle sans arrêt. C'est le plaisir que j'ai quand j'écoute la radio et qu'il y a des discussions à la radio avec des gens que j'apprécie. OK. C'est noté. C'est pour Merci ça. pour. Donc j'ai envie de dire, conférence ça aurait été 4 et là, discussion 5. Non, c'était très agréable. OK. Super. Je note ce point. On va garder le format discussion. Euh, Oui, puis d'autant que j'avais prévu aussi les choses à dire, et puis finalement, je ne les ai pas dites, mais parce que j'en ai dit d'autres, et puis voilà, c'était partir sur des chemins, c'était bien, bien. OK. Je m'y attendais pas, voilà. On démarre et puis on voit où ça nous mène. Oui, alors ça, c'est très agréable. Oui, oui, oui. Ça marche.
Ben, Christian, merci beaucoup de la part de tous ceux qui vont t'écouter. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté. Je renouvelle un grand merci pour les élèves que tu suis parce que tu es quelqu'un de rare dans ton domaine d'activité et je pense que tu amènes beaucoup de bien sur cette petite planète. Merci beaucoup, Christian. Au plaisir de se recroiser sur un Agile Tour. Merci à toi. Et puis tout le monde, ben, rendez-vous à la prochaine interview, comme d'habitude. On ne sait pas quand elle sera disponible, mais quand elle sera dispo, ce sera le bon moment. Voilà. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt. Ciao. Ciao, Christian. Au revoir.